Mais dans la programmation de ces émissions et dans la ligne éditoriale des éditeurs de manga en France, il y avait pour la première fois, je trouve, une vraie mixité. Donc voilà, on a fondé l'association Kakemono en 2004. L'idée au départ, c'était d'accompagner une structure qui s'appelait Kaobank, qui était une librairie spécialisée en littérature japonaise. Et cette association avait pour objectif d'offrir une grande fête autour de la culture japonaise aux clients et aux fans de Japon de la région de Strasbourg. On a créé un salon qui s'appelle Japan Addict, qui est passé en mode Japan Addict Z, comme Dragon Ball. Et c'est vrai qu'on est passé de 500 visiteurs à 12 000. De 15 exposants à 180, enfin c'est un peu exponentiel. On n'a pas développé, en fait, on a suivi les fans qui sont de plus en plus nombreux en France, et on a fait juste accompagner en fait ce mouvement. C'est à travers le dessin animé et notamment à travers Goldorak et Candy. Oui, moi petite, je regardais Goldorak, Capitaine Flamme et Candy aussi. Ouais. Non, on n'a pas été petits en même temps. Non, on n'a pas été petits en même temps parce que moi j'ai été petit une quinzaine d'années plus tard. Mais un peu comme vous. Après moi ça a beaucoup été Ulysse 31, Albator aussi particulièrement. Je fais partie des enfants qui ont grandi avec Dragon Ball et je pense, moi j'appartiens vraiment à la catégorie de la génération Club Dorothée. J'ai grandi avec ces dessins animés japonais, en fait ça représente l'immense majorité des pans des dessins animés de mon enfance. Assez rapidement, au-delà du c'est vachement bien ce que je suis en train de regarder, il y a commencé à y avoir un côté mais j'ai bien envie de savoir d'où ça vient. À travers les mangas, on commence à toucher du doigt un Japon qui nous intrigue et on commence à développer une fan-attitude de cette façon d'être, de cette culture, et puis quand on va au Japon, là, c'est la claque absolue. Hein. La plupart des étudiants qui viennent apprendre le japonais à la fac sont des gens qui sont issus de la culture manga, qui ont eu envie d'aller un peu plus loin. Nous, on a beaucoup de demandes, à la librairie, on donne des cours de japonais pour des fans qui veulent apprendre le japonais pour mieux comprendre ce qu'ils regardent en dessin animé et pour éventuellement mieux profiter d'un voyage au Japon en sachant dire au moins 2-3 trucs. Dans les dessins animés, il y a souvent des histoires d'école, des histoires même de relations de couple, etc. Et tout était différent en fait de ce qu'on voyait jusqu'à présent. Oui. À l'école, ils étaient habillés différemment, ils avaient des codes de comportement en fait qui étaient différents. Et je pense que c'est une des raisons du succès aussi et de notre intérêt pour cette culture pop, c'est qu'elle était aussi japonaise et donc complètement étrangère à ce que nous on avait d'habitude. Donc un peu poétique. Enfin, il y avait un côté un peu intriguant. Et, un peu exotique. Voilà. Il n'y a pas cette dualité un peu simpliste du bien et du mal qu'on retrouve beaucoup dans les comics. Il y a toute cette nuance de... on peut être quelqu'un de bien et faire quelque chose de mal et l'inverse. Enfin, on n'est pas tout noir, tout blanc. Et je pense que cette subtilité-là est très riche et elle nous emmène vers quelque chose d'un peu plus grand que nous, habituellement. Oui, il y a cet aspect-là. Je pense que les lectrices y sont pour beaucoup aussi, puisque Candy, ça a été un des premiers dessins animés qui était japonais, qui soit arrivé en France, et qui, pour une des toutes premières fois à la télé française, s'adressait aux jeunes filles françaises pour autre chose que leur apprendre la couture ou la cuisine. C'est aussi la première fois qu'on avait des vraies héroïnes dans la BD aussi, parce que globalement, dans la BD franco-belge, les héroïnes sont relativement rares. Relativement valorisante aussi en termes d'image de la femme, enfin relativement peu valorisante plutôt en termes d'image de la femme, parce que sont rares aussi. Voilà, parce que très peu de dessinatrices. Et dans le manga, tout d'un coup, on arrive avec toute une cosmologie d'héroïnes qui sont des femmes fortes, indépendantes, des vraies power girls qui vont valoriser les petites filles aussi. Ce qu'on retrouve aussi encore aujourd'hui, hein, les lecteurs de manga sont majoritairement des lectrices en fait. Oui, 70-80%. 70%. Et je pense que c'est ce qui fait le succès du manga en France. Le manga a su parler aux jeunes, aux enfants, aux ados, parce que dans les comics, globalement, c'est encore une fois comme dans les BD franco-belges. Ça reparle aux garçons. Ça reparle aux garçons adultes en général, parce que ce sont pas des héros ados, ce sont pas des héros enfants, ce sont des héros qui ont 30, 40, 50 ans parfois,
Et là, on arrive avec des dessins animés et des mangas qui disent aux enfants, toi aussi tu peux être le héros de cette histoire. Et pour le coup, en plus, toi aussi, tu peux être l'héroïne de cette histoire, ce qui arrivait relativement peu à la télé et dans la BD jusque-là. Encore particulièrement, effectivement, dans les années 80. Il y a cet aspect-là. Effectivement, les filles, je pense qu'elles se sont accaparées le manga parce qu'on leur a parlé, parce qu'elles étaient présentes et parce qu'elles étaient représentées avec des mangaka filles. On va parler de Clamp, on va parler de Ayazawa, il y en a plein, en fait. Dans le prisme des mangas. Donc, il y a des best-sellers mangas, des best-sellers de garçons, entre guillemets, où se cache derrière une dessinatrice. Genre, je pense à Fullmetal Alchemist, par exemple. Et je pense que les émissions de télévision de l'époque se sont aperçues assez rapidement. Et on chouchoutait le public féminin en programmant des dessins animés qui leur étaient adressés, en fabriquant des séries télé qui leur étaient adressées. Ouais, que ce soit dans la programmation ou dans les lignes éditoriales des éditeurs de manga en France, il y avait pour la première fois, je trouve, une vraie mixité. Il y avait du contenu pour les garçons et il y avait du contenu pour les filles, et qui était un contenu qui était chouette, distrayant, valorisant, et qui surtout arrivait en 77 quand Candy arrive et les fans de mai 68 ont des enfants qui ont l'âge de regarder Candy. Et c'est une des premières fois où on commence à vraiment dire aux petites filles à la télé, plus tard tu peux être qui tu veux et t'as pas besoin des garçons pour y arriver. Et se bagarre. Et c'est un discours qui est hyper fort et hyper valorisant en fait pour les jeunes femmes à ce moment-là. On voit pas Candy apprendre à coudre et à faire du tricot, quoi. C'était pas le but. Et il y a aussi le fait que les mangas et les animés qui y sont associés, les héros étaient des enfants. La plupart du temps étaient des enfants. Et non seulement c'est des enfants, mais en plus le plus souvent il n'y a pas d'adultes. Il n'y a pas de parents. Vous prenez Sacha dans Pokémon, il a 10-11 ans, il chasse des Pokémon, il va pas à l'école. Sa maman lui dit vas-y, fais ce que tu veux. Yu-Gi-Oh! Pareil, il joue aux cartes, il va plus à l'école, etc. Genre, on peut citer quasiment tous les héros de manga. De shonen, de manière générale, de shonen. Mais même dans les longs métrages. Dans les longs métrages de Ghibli, souvent les héros sont des enfants parce que les parents sont absents, parce que les parents sont transformés en porc comme dans Chihiro, où laisse la pauvre petite Chihiro être obligée de prendre tout en main pour sauver ses parents. Alors Totoro, le père est juste pas là parce qu'il travaille et la maman elle est dans une maison de repos, donc les enfants découvrent une nature, allez hop. Il y a un côté aussi qui dit que le quotidien d'un enfant sans ses parents, il a une dimension extraordinaire quand même, en fait. Oui, mais il y a toujours cet enfant qui, de toute manière, va devenir un très grand. Voilà, mais qui va pas forcément... Les gamines dans Totoro, elles vivent pas... Enfin, en dehors de cet esprit extraordinaire qu'elles rencontrent, ce sont des gamines qui se baladent dans la forêt, mais qui vivent des aventures extraordinaires dans la forêt. Comme nous, on a pu en vivre avec nos bâtons et avec les tétards et les machins. Mais sauf que là, c'est romancé à l'extrême et ça rend le truc... Enfin, ça donne une dimension épique à la chose. C'est effectivement un petit quotidien. Ouais, c'est ça mais quand tu prends... Kiki la petite sorcière, on est sur le passage de l'enfance à l'adulte. T'as 13 ans maintenant, il est temps que tu t'en ailles de la maison. Ton premier job. C'est quand même ça, t'as 13 ans, t'es grande. Mais c'est le côté, allez, on passe à une étape, supérieure. Et donc je pense que quand on est en enfant et qu'on regarde ça, on regarde quelqu'un dont on est en devenir. C'est notre étape d'après. Celui qu'on a envie d'être. C'est celle qui va sortir de la maison, qui va découvrir un truc, etc. Et chez Ghibli, c'est très très fort, cette manière de concevoir les choses. Et ça nous permet d'apprendre ce passage qu'on va bientôt emprunter et de voir comment on fait les autres et comment nous, on va faire. Après, au-delà de ça, moi, je me souviens que fin des années 80, début des années 90, quand moi j'étais petit, tous nos loisirs, tout ce qui était cool venait du Japon. Les dessins animés qu'on regardait étaient japonais, ces nouvelles BD qu'on était en train de découvrir venaient du Japon, les jeux vidéo qui arrivaient en France et qui se démocratisaient venaient du Japon. Autant dans la fin des années 40, début des années 50, il y a eu un vrai rêve américain chez les Européens, autant dans les années 90, maintenant 2000 aussi, il y a un rêve japonais en fait qui s'est développé. On sent que chez les ados d'aujourd'hui, aller au Japon, c'est une espèce de... C'est aller à New York. C'est une espèce d'objectif de vie, presque, de dire moi je suis allé à Tokyo. Je pense que le manga aussi, dans sa forme et dans sa fréquence, c'est un média très adapté
à la génération d'aujourd'hui et à la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que il n'y a pas de frustration dans le manga. La suite arrive dans 2 mois. Genre, dans un mois, 2 gros max. Allez, 3, c'est vraiment t'as pas de chance. Et donc on est très proche de ce que fait Netflix, par exemple, en offrant des séries télé avec des intégrales où on va passer des marathons à regarder. Là où avant on attendait une semaine pour avoir la suite. Pour avoir ton épisode on est dans un système série télé avec le manga, c'est-à-dire que il y a une histoire qui est hyper développée parce que pour le coup il y a plein de tomes, il y a plein de pages. Sur un manga il y a 220 pages, 250 pages. Donc il y a de quoi développer un propos. Là où dans la BD franco-belge ils sont limités quand même avec 40, 50 pages gros max, où il faut raconter une histoire en 50 pages et la suite tu l'auras dans un an. Là on a 220 pages et la suite tu l'auras dans 2 mois. C'est autre chose, quoi. Il y a eu le fast des années 70-80 avec les dessins animés. Il y a eu les années 90 où c'était plus compliqué. Il faudra attendre la fin des années 90, le début des années 2000 et en particulier 2002. C'est ça. Quand Le Voyage de Chihiro est diffusé pour la première fois. C'est le premier film des studios Ghibli à être diffusé à grande échelle dans les cinémas français. Et pour la première fois, tout d'un coup, on a enfin la révélation au grand public, parce qu'on se retrouve avec une œuvre majeure qui est au Japon, qui a des prix dans qui est dans des grands festivals, qui au Japon vient de retourner complètement le box-office et de battre Titanic. Il avait battu Titanic, quoi. Voilà. Donc le succès du manga se dément plus, et ça vise toujours, je pense, le même lectorat que depuis 30 ans, c'est-à-dire les enfants au départ, sauf que les enfants, ils ont grandi, ceux des années 80. L'enfant que moi j'étais à 49 ans maintenant, fatalement j'ai des enfants, et contrairement à moi quand j'étais petit, il n'y a plus d'arrêt. Aujourd'hui les parents sont des fans aussi, ou sont issus de cette période fan, donc fatalement ils sont prescripteurs et plus bloqueurs. On a des parents qui achètent des mangas pour leurs enfants pour leur faire découvrir. Ça vient même pas des enfants, ça vient carrément déjà des parents. On a des parents qui vont acheter Dragon Ball à leurs fils ou à leurs enfants en tout cas pour lire la même chose, pour avoir un lien. Et maintenant, on a aussi des parents qui achètent des mangas avec leurs enfants pour les lire ensemble. Et quand je parle d'enfants, je parle pas forcément de petits. On voit des parents qui viennent avec leurs ados acheter des mangas pour les lire ensemble parce qu'ils ont vu l'animé et qu'ils veulent lire l'œuvre d'origine ensemble. Parce que le confinement aussi a généré des choses. C'est des liens aussi. Et c'est un des premiers médias à avoir cette dimension qui est vraiment transgénérationnelle où les parents et les enfants lisent la même chose. Les premiers lecteurs de manga étaient des ados et des pré-ados, donc à qui on a servi de la littérature d'ados et de pré-ados, c'est normal. Mais comme tu disais, ils ont grandi et arrivé un moment où il y en a certains qui ont commencé à penser décrocher et les éditeurs ont voulu les garder avec eux. Et tout d'un coup, on met sur le doigt sur le fait que, mais en fait, il y a la littérature aussi pour adultes dans cet univers-là. Et on découvre de nouveau un nouveau spectre complètement différent de polar, de science-fiction, d'historique, de plein de choses différentes qui servent plein d'intérêts et plein d'objectifs différents. Et à ce moment-là, on se dit, mais en fait, j'en ai pas fini avec le manga et de loin. Et je pense que c'est ce phénomène-là aussi qui va vraiment marquer le fait qu'on se rend compte qu'il y a une littérature pour adultes, il y a une littérature pour enfants, il y a une littérature pour ados, il y a une littérature en fait pour tous les types de publics qui existent, il y a des titres qui y répondent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas trop de mangas qui sortent en France, mais il y a ceux qui vous conviennent. Donc fatalement, dans tout ce qui sort, là ce mois-ci il y avait 280 sorties, enfin, c'est un truc qui peut paraître impressionnant, mais il n'y avait pas 280 mangas que j'ai envie de lire, ou qui me visent moi. Donc fatalement, aujourd'hui j'ai plus de frustration parce que j'ai largement de quoi manger, mais tout le monde a de quoi manger, que tu aies 8 ans ou que tu en aies 70. Quoi. La lecture d'un manga pour un lecteur adulte, c'est exactement comme la lecture d'un roman. Quand vous êtes embarqué dans une histoire, dans des émotions, c'est vraiment tout à fait similaire. Il y a des histoires remarquables qui vous retournent. Je lis en ce moment Les Liens du sang, mais c'est magistral comme on est embarqué dans cette histoire qui est certes peut-être un peu... d'une maman étrange, mais moi j'attends vraiment la sortie du tome à chaque fois. Et il y a de tout, il y a des policiers, il y a des histoires de vie. J'aime énormément un titre qui parle d'une petite fille au moment de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Enfin,
y a de quoi avoir des émotions autant que dans des romans. Moi, je trouve qu'on y trouve énormément de choses. Et ce que je trouve remarquable avec le manga maintenant, c'est que quel que soit votre centre d'intérêt, quelle que soit la passion qu'on peut avoir, les choses qui nous intéressent, l'offre éditoriale en France, elle est assez importante pour qu'on puisse forcément trouver un titre qui puisse accrocher. Si on va au-delà de l'aspect esthétique ou du sens de lecture qui va parfois rebuter de prime abord, parce que c'est un dessin auquel je suis pas habitué, j'ai pas l'habitude de lire en sens de lecture japonais, éventuellement. Ça, ce sont des petits écueils qu'on peut surmonter assez facilement. Si vous êtes fan de, je sais pas moi, de questions sociales, on trouvera des choses. Si vous aimez la science-fiction, on trouvera des choses. Si vous aimez l'historique, le fantastique, la tranche de vie, les histoires d'amour, quel que soit le style littéraire que vous aimez ou les thématiques que vous aimez et qui vous sont chères, on trouvera forcément quelque chose à vous donner et en plus d'intéressant à trouver. Parce que les titres ont aussi progressé en qualité énormément. Les éditeurs font un gros boulot pour proposer des titres qui sont beaux, intéressants, bien fichus et ou engagés. On a des éditeurs fans. On a des éditeurs qui sont fans. Fatalement, Voilà, c'est ça. Oui. Ces éditeurs fans, ils nous ramènent des pépites de fans. J'ai vu des fans où le manga a changé leur vie, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment adapté, au-delà du fait d'apprendre à parler japonais, il y a vraiment ce côté culture japonaise qui a changé leur manière de penser, leur manière de voir les gens, et en bien. En mieux. Voilà. Oui, puis c'est devenu aussi un médium extraordinaire pour aborder les questions de société. Tout est abordé dans le Tout manga. est abordé dans le manga, que ce soit la question de la place des personnes handicapées dans la société, des personnes âgées, le harcèlement, la sexualité, l'homosexualité. Mais il y a des mangas qui parlent de tous ces aspects en fait de la vie, de la tolérance et du vivre ensemble, et qui sont un moyen intéressant d'en parler avec tous les publics, sans engager un discours qui pourrait être clivant si on le faisait en face à face. Lire un livre, c'est facile, on lit son livre dans son coin, on se pose ses questions dans son coin. Éventuellement, ça permet de créer un support pour aller vers l'autre et lui dire « Tiens, j'ai lu ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et il y a vraiment cette envie de partage et de communion, de créer en fait. du dialogue. Ce média-là crée du dialogue. Voilà. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Je le valorise souvent auprès des adultes quand ils cherchent à découvrir le manga. On suit la vie, en fait, une espèce de road trip à travers des ruines d'une guerre passée. Deux petites filles.